camarade premier secrétaire de l'UPADES, camarade président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, camarades membres du Conseil national, camarades militantes et militants, en rang, grade et qualité. Chers invités, dans l'intervalle de 8 mois, Brazzaville a eu l'honneur d'abriter, ici dans la même salle, 2 grandes réunions. Mes chers camarades, distingués invités, le 11 mars dernier, dans cette même salle, se tenait la 4e session ordinaire du Conseil national, l'instance suprême de notre parti dans l'intervalle des congrès. À 4 mois de la tenue des élections législatives et locales de juillet dernier, les préparatifs des dites échéances électorales constituait le principal centre d'intérêt de nos assises. Non moins sensible et importante, figuraient également à son ordre du jour des questions aussi prégnantes que l'examen du rapport si attendu du Comité de conciliation pour l'unité et le rassemblement, en abrégé le SÉCUR, ainsi que l'examen du rapport du Secrétariat national sur la levée ou non de la sanction infligée au camarade Honoré Saï, consécutive à son entrée au gouvernement de la République. Conformément au règlement intérieur, la présente session dite extraordinaire est convoquée sur un ordre du jour précis, portant exclusivement sur le bilan exhaustif de notre participation aux dernières élections législatives et locales, auxquelles pourrait s'ajouter une information sur l'élargissement du Conseil national ou son complétement. Avant de nous engager dans ce débat électoral qui continue de passionner les esprits, permettez-moi de jeter un regard sur le monde dans lequel nous vivons, avec ses convictions, ses menaces, mais aussi ses opportunités. En effet, connaître ce qui se passe ailleurs et autour de nous en Occident, en Afrique et bien entendu dans notre pays, est aujourd'hui plus qu'un choix, une nécessité. En tous les cas, l'indifférence coupable nous éloigne de notre ambition de demeurer un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti de la responsabilité. C'est pourquoi nous sommes préoccupés par les grands défis planétaires comme le changement climatique, la forte croissance démographique et le terrorisme sous toutes ses formes. Mes chers camarades, devant notre conscience, comment ne pas être interpellé par tous les désordres provoqués par l'homme ou imposés par la nature? Et comme si cela ne suffisait pas, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a replongé le monde dans un conflit aussi meurtrier que destructeur. Cette guerre qui se mène à grands frais médiatiques a montré la fragilité du monde actuel et les risques perceptibles d'une possible déflagration nucléaire aux conséquences effroyables. L'arrogance de l'Occident et la rancune tenace de la Russie, humiliée en 1991, mettent l'équilibre du monde et la sagesse collective à rude épreuve. Le tableau préoccupant qui se dessine ne peut rassurer. En l'absence d'une force supra, juste et équilibrée, et capable d'imposer par la force légitime la paix et la sécurité mondiale. Camarades panafricanistes, excusez-moi, mes chers camarades, dans tout cela, où se range notre grand continent, partagé comme pendant la guerre froide entre les pro-russes et pro-occidentaux, au travers des votes aux Nations Unies sur l'invasion de l'Ukraine et sur l'annexion de ses provinces orientales. Nous saluons la lucidité du Congo, traduite par le vote abstentionniste sur les résolutions soumises au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies.
Stratégiquement, cette abstention nous place en position équilibrée, avec la liberté de parler aux deux protagonistes sans se compromettre. Notre regard est aussi tourné vers notre grand voisin, la République démocratique du Congo, dont une partie du territoire, notamment sa province du Nord Kivu, à l'est du pays, est sous feu d'une rébellion qui serait soutenue par le Rwanda, d'après des témoignages concordants et des plus crédibles. Le déplacement des populations qui s'ensuit crée une situation humanitaire catastrophique. Et ce qui irrite davantage l'opinion africaine, c'est l'impuissance, ou mieux l'indifférence de la communauté internationale, quoique présente sur le territoire depuis plus de 10 ans au travers de la MONUSCO. Le même traitement est réservé à la zone africaine du Sahel, occupée par des hordes de terroristes qui écument le nord du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, du Bénin. L'aide massive, matérielle et financière apportée à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie par les États-Unis et l'Union européenne est un message fort adressé à l'Afrique qu'elle ne compte que très peu dans la géopolitique du monde global actuel. Enfin, comment ne pas évoquer ici la résurgence des coups d'État en Afrique, que l'on croyait constitutionnellement et moralement proscrits depuis que souffle sur le continent le vent de la démocratie. De sorte que les dénonciations tonitruantes de la France-Afrique, qui justifieraient cette atteinte grave aux libertés démocratiques, ne sauraient exonérer les juntes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Tchad. L'UPADES, dont le président fondateur avait toujours été opposé à l'usage de la force pour arriver au pouvoir ou pour s'y maintenir, ne peut soutenir les régimes qui en sont issus et les condamne fermement. Au plan national, tout en prenant acte du réaménagement du gouvernement qui relève du pouvoir constitutionnel du président de la République, l'UPADES estime que l'essentiel réside dans la résolution des problèmes de base des populations, à savoir l'eau, l'électricité, l'emploi, l'éducation, la santé, la gestion prévisionnelle des catastrophes naturelles, l'assainissement de nos villes, etc., etc. Les bonnes intentions du Premier ministre, chef du gouvernement, contenues dans son programme d'action présenté devant la représentation nationale, tardent à produire les effets escomptés et pourraient se transformer en désillusion, en désespérance, face à l'aggravation des maux, à ces problèmes sociaux qui occupent le quotidien des Congolais. Se sont créés des phénomènes nouveaux qui prospèrent dans la quasi-indifférence du gouvernement, au nombre desquels l'insécurité grandissante et les inondations des zones urbaines et périurbaines. Camarades membres du Conseil national, 5 mois après les élections législatives et locales et la mise en place des conseils départementaux et municipaux, voici arrivé l'heure du bilan. En effet, au lendemain de la publication officielle des résultats, la tentation était grande de nous lancer dans la contestation suscitée plus par l'émotion, la déception et la colère que par une analyse sereine de nos comptes performances dont la responsabilité première, pour le dire, nous incombe. Pourtant, en nombre de sièges, les résultats globaux ne sont guère différents de ceux obtenus au cours des derniers scrutins 2002, 2007, 2012 et 2017. Peut-on alors analyser et comprendre ces échecs électoraux en dehors du contexte intérieur de notre parti, gangréné par les mêmes mots diagnostiqués sans cesse par nos instances? Mes chers camarades, un parti politique sans ambition de gouverner ou absent dans les assemblées parlementaires et locales cesse définitivement de l'être. Comme chacun le sait déjà,
le but classique de tout parti politique est de s'organiser autour d'un idéal pour conquérir et gérer le pouvoir. Et ce, peu importe le niveau de son exercice, telle a toujours été la vision de l'UPADES dès sa création. Nous nous sommes également engagés dans cette démarche après notre retour sur la scène politique en 2006, en nous frayant progressivement un chemin dans un environnement combien jonché d'épines et de ronces. Bien malin, celui qui prendrait des raccourcis pour préjuger de la facilité de la tâche. À chaque combat, dit-on, son époque, son contexte et les moyens en jeu. Cela s'appelle le réalisme. S'agissant des dernières consultations électorales, leur issue montre, sans l'ombre d'aucun doute, que notre parti n'a pas atteint ses objectifs. Nous n'avons pas utilisé la langue de bois aujourd'hui sur ce sujet, au moment de débattre le rapport circonstancié que vous avez déjà reçu. En outre, au-delà du simple constat sur nos comptes performances, le devoir nous incombe d'analyser froidement les résultats obtenus, de dire la vérité, chacun à ce qui le concerne, et d'en tirer toutes les leçons qui s'imposent. Il nous souviendra que dans la procédure de présélection des candidats, le secrétariat national avait clairement défini les critères légaux internes au parti, permettant aux structures de base d'opérer librement leur choix. Ces critères se résument en ces points. 1. Être capable de remplir les conditions fixées par la loi pour être candidat. 2. Être membre confirmé de l'UPADES en règle des cotisations statutaires. Et 3. Disposer d'une équation personnelle, c'est-à-dire être capable de mobiliser les électeurs et de financer individuellement la campagne électorale, avant la subvention du parti. Par conséquent, la présélection des candidats à la candidature du parti était du seul ressort des fédérations et des sections dont la taille correspond à une circonscription électorale. Les coordinations, quant à elles, étaient chargées de centraliser ce travail, de mettre les avis sur les candidatures retenues et de les transmettre à la hiérarchie. C'est ici l'occasion de rappeler que toutes les candidatures reçues, le secrétariat national n'a procédé qu'aux arbitrages, je peux même dire des arbitrages mineurs, notamment le cas de la circonscription de Kibangu, qui était très controversée, et où il y avait vice de procédure dans la désignation du candidat, d'une part, et pour décider de l'ordre des candidatures à l'Osenio 2 aux élections locales, d'autre part. Pour le reste, la volonté de la base a été scrupuleusement respectée. Je rappelle ces faits pour que nous ayons la lucidité de situer les responsabilités dans ce qui apparaît désormais comme une déconvenue pour l'UPADES. Ne nous voilons pas la face. Bien évidemment, en ma qualité de chef du parti, je ne saurais me dérober de ma propre responsabilité. Simplement, je souhaite que nous quittions définitivement ces procès qui font souvent rejeter à autrui la faute sans jamais reconnaître la sienne propre. Hier encore, la direction du parti était accusée de ne pas vouloir de l'unité au sein de la famille UPADES, ce qui aurait justifié nos échecs, notamment dans l'ancien fief. Le comité de conciliation pour l'unité et le rassemblement, qui a travaillé sans entrave et sans relâche, est le démenti cinglant de ces allégations. Toutefois, le Sécu a accompli sa mission et a obtenu des résultats à mi-parcours satisfaisants, même si paradoxalement, l'issue de ces élections ne reflète pas les attentes portées sur cette unité et cette réconciliation tant exigée. C'est parce que nous tenons fermement à la réconciliation et à l'unité des forces du parti que nous avons décidé de la prorogation de la date limite de dépôt de candidature dans l'espoir de donner la chance à tout le monde. Ceci traduit la complexité de lier le succès électoral de l'UPADES à la problématique de l'unité qui doit être une tâche pérenne de toutes les structures du sommet à la base,
Il faut donc en faire une question existentielle au sein du parti. Camarades dirigeants, mes chers camarades, l'avenir politique de l'UPADES doit nous interpeller au premier chef dans un contexte où nous perdons du terrain à chaque élection, où nous faisons des surplaces. Cette réalité est combien triste et dangereuse. On sait qu'elle menace notre existence, nécessite de la part de chacun une sincère et courageuse introspection. Celle-ci devra donner des réponses claires, trouver une thérapie appropriée qui conduise vers les attentes des militants et du peuple congolais. Votre présence dans cette salle obéit à cette exigence. Et comme si nos faiblesses ne suffisaient pas, certains d'entre nous continuent de se complaire dans les comportements contre-productifs, allant jusqu'à multiplier les actes d'indiscipline, malgré plusieurs appels à l'ordre et au ressaisissement. Le désordre de Mayoko, il faut en parler. Le désordre de Mayoko est l'une des flagrantes illustrations dont nous devons tous tirer de véritables enseignements. C'est une évidence. Le jour où l'UPADES n'aura plus un seul élu, le combat pour lequel Pascal Lissouba s'est battu toute sa vie s'arrêtera, ou tout au moins sera marginal, et nous en paierons tous le prix. De notre point de vue, je n'exonère pas le gouvernement qui a organisé ces élections législatives et locales dans le chaos total. Ce n'est ni un secret, ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. L'opinion majoritaire a trouvé à travers le pays qui ne cesse de relever sa mauvaise foi des pouvoirs publics qui, malgré les assurances données aux différentes concertations et les engagements pris, les consultations politiques tardent malheureusement à donner les objectifs escomptés. Le statu quo sur l'amélioration de la gouvernance électorale est toujours un débat entre nous et avec le gouvernement. Tout se fait à la hussarde, dans le but de mettre les partis politiques devant le fait accompli. À telle enseigne qu'on est en droit de s'interroger si l'objectif d'aller aux élections n'obéit qu'à un impératif, celui de respecter le calendrier électoral conformément à la Constitution. Cette interrogation vaut son pesant d'or, puisque le peuple congolais constate malheureusement que nos autorités se soucient de moins en moins du respect des règles démocratiques, de l'observation de la loi électorale, tuant ainsi dans l'œuf les aspirations légitimes de leurs concitoyens dans ce domaine. Camarades membres du Conseil national, mes chers camarades, le 27 janvier 2021, je déclarais à l'ouverture de la 3e session ordinaire du Conseil national ce qui suit, je cite. Cette session est pour nous, dirigeants de l'UPADES, l'occasion de faire une introspection sur nous-mêmes, de nous poser les vraies questions sur la vie du parti et d'y apporter des vraies réponses. Pas celles qui sont dictées par l'émotion ou qui puisent dans les vieilles rancœurs occultant le débat fécond et réparateur. Fin de citation. Comme on en entend dans certaines officines du parti, ou comme on le lit tous les jours sur la toile, ces procès interminables contrarient les dynamiques sur l'unité et la réconciliation initiées de bonne foi par les camarades si bien déterminés. De même, ces vaines campagnes de désinformation qui démotivent les militants et pourraient expliquer leur apathie pendant les compétitions électorales participent certainement de cette déconvenue. Les faits accusatoires portent sur, je peux en citer quelques-uns, la non-tenue du Congrès, la prétendue destruction des fondamentaux du parti, l'illégitimité des dirigeants actuels, l'inféodation au pouvoir de la direction actuelle et en particulier du premier secrétaire du parti que je suis, etc., etc. Ces affirmations attentatoires à l'ordre, à la discipline et à la crédibilité du parti désorientent, déstabilisent nos militants les moins aguerris et impactent dans une certaine mesure nos résultats électoraux. Loin de toute polémique abaissante, je sollicite la compréhension du Conseil national
pour me permettre de dire quelques mots à ces frères, à ces camarades, qui de leur exil volontaire, pour la plupart, sauf quelques rares exceptions, inondent la toile de contes de vérité pitoyables. D'abord, la non-tenue du Congrès et le long mandat du premier secrétaire à la tête du parti, avec la conséquence qui s'ensuit, l'illégitimité des dirigeants actuels, ont fait l'objet d'un débat au cours de la 3e session ordinaire du Conseil national. En toute responsabilité, faut-il le rappeler, nous avons fixé la convocation du Congrès après les élections sénatoriales de 2023. En raison de la précarité et du caractère aléatoire de nos ressources, le Congrès devant être convoqué sur fonds propres du parti pour éloigner tout soupçon de collusion avec le pouvoir. Tous ces camarades qui demandent, avec raison sans doute, la convocation du Congrès, doivent intégrer cette réalité dans leurs exigences pour qu'elle n'apparaisse pas simplement comme de la démagogie. S'agissant des fondamentaux du parti qui auraient été changés, celui qui en parle inlassablement se perd en conjecture pour finir dans une confusion totale. Au Congrès de 2013, dont est issue l'actuelle direction politique, il a été porté d'importantes innovations, comme par exemple l'élection du chef du parti par vote au bulletin secret, du chef du parti actif au bulletin secret, devant huissier de justice avec candidature multiple. Ce qui fut fait, et ce qui est une avancée remarquable, d'autant que même le Congrès de 1995, souvent pris en référence, n'avait jamais atteint cette performance. De même, il avait été décidé de réserver le titre éternel de président du parti exclusivement à Pascal Lissouba et de conférer l'appellation de premier secrétaire aux responsables actifs du parti. Dans la même veine, la vague démocratique qui déferlait sur le parti conduisit jusqu'à instituer pour la première fois la désignation des responsables des unions catégorielles par congrès au suffrage universel. C'est à cette occasion que l'on a procédé à la consécration du nom actuel de l'organisation des femmes du parti, anciennement appelée FUPADES, et qui est devenue l'UFPA. Par ailleurs, vous le savez fort bien, le congrès de 2013 a conservé jusqu'à ce jour le logo originel du parti, représenté par 3 palmiers plantés en ordre croissant sur fond blanc. Il symbolise notre passé, notre présent, notre futur. Le bulletin de vote de Pascal Lissouba, pour ceux qui s'en souviennent encore, à l'élection présidentielle de 1992, portait bien ses caractéristiques, chacun peut le vérifier. Ensuite, liberté, solidarité et progrès est toujours notre devise qui ouvre et clôture toutes nos réunions d'instance, associées aux devises propres des unions catégorielles pour garder leur spécificité. Alors, qu'a-t-on changé? Qu'a-t-on changé? Quant à la doctrine du parti, la social-démocratie, qui aurait été travestie et remplacée par le socialisme démocratique, il faut se percer les côtes pour ne pas s'esclaffer. Manifestement, notre camarade, que nous respectons beaucoup, friand de débats sur la toile, et aussi brillant qu'il soit, n'est pas au fait des questions idéologiques. Sa connaissance de la social-démocratie est si sommaire qu'il ne me paraît pas disposer des outils intellectuels valables pour soutenir un débat élevé sur ce courant de pensée. Je lui conseille simplement l'humilité et de ne pas s'aventurer sur un terrain qui est pour lui comme une terre incognita. Camarades membres du Conseil national, puisqu'il faut en parler, je ne vous apprends rien de plus que vous n'en savez, les grands cadres, grands intellectuels que vous êtes. Qu'est-ce que la social-démocratie? La social-démocratie, que certains d'entre nous placent au centre des revendications absurdes, est une sorte de colonne vertébrale au long de laquelle se sont agrégés tous les partis politiques qui magnifient les principes de la Deuxième Internationale. D'abord, marxiste et révolutionnaire. Au départ, la social-démocratie a évolué vers le réformisme
en consacrant au Congrès de 1959 les principes et les dogmes déjà en gestation. Parmi eux, 3 piliers essentiels, à savoir l'abandon de la théorie de la lutte des classes, l'adoption de l'économie de marché, c'est-à-dire du capitalisme comme mode de production des biens et des services, la redistribution équitable de la richesse, autrement dit, la justice sociale. Voilà les 3 piliers de la social-démocratie. Les grands partis politiques européens, qui sont des vieux partis sociaux-démocrates, comme le SPD allemand, le Parti socialiste ouvrier d'Espagne, le Parti travailliste de Grande-Bretagne, etc., s'y sont conformés. À l'exception du Parti socialiste français, qui jusqu'en 1984 prônait encore la lutte des classes et la rupture avec le capitalisme. En définitive, le socialisme démocratique adopté par l'UPADES au Congrès de 2013 appartient bel et bien à la famille social-démocrate, mais introduit une spécificité théorique, héritée des idées révolutionnaires françaises dont nous, Congolais, nous partageons certaines valeurs, à cause sans doute de ce cordon ombilical qui nous rattache toujours à la France, même instinctivement. Au reste, ce débat sur l'orientation idéologique, dont on n'a vraiment pas besoin, n'intéresse que très peu de nos militants, à la vérité, dont les préoccupations majeures sont ailleurs. Sauf pour ceux qui veulent en faire un enjeu de positionnement politique interne. Pour ma part, j'ai toujours cru que tout intégrisme politique ou idéologique constitue un obstacle à l'éveil et à l'épanouissement de l'UPADES qui, en plus, nourrit de grandes ambitions. Bien sûr, notre seule volonté ne compte pas dans un parti démocratique comme le nôtre, où le débat est libre. La décision appartient au plénum du Conseil national que vous constituez. Si demain, nous devons remettre en cause l'orientation stratégique que nous avons donnée au lendemain de l'élection présidentielle de 2016. En effet, tirant les leçons de notre participation à cette élection majeure et évaluant les rapports de force en présence, nous nous sommes engagés dans une voie d'apaisement et de dialogue avec le pouvoir. Par cette politique dite existentialiste, nous nous sommes interdits tout acte attentatoire à la paix et tout discours de nature insurrectionnelle. Nous avons pris acte des résultats de l'élection présidentielle 2016. C'est à cause de cet engagement librement consenti que nous sommes accusés d'accointance avec le PCT, d'inféodé au pouvoir, etc., etc. Vous le savez tous. Et pour tout dire, de traître. Mes chers camarades, trouvons-nous compréhensible que l'UPADES, qui siège dans les institutions locales et nationales, et depuis un moment au gouvernement, n'ait pas le moindre contact avec le pouvoir? C'est ce que nous demandent nos frères qui ont fait le choix délibéré de vivre à l'extérieur, aux États-Unis, en France en particulier. Le choix que nous respectons, somme toute, ils se disent membres de l'UPADES, alors qu'ils se retrouvent, vous l'avez certainement constaté, pour certains, dans des partis comme le CRC, qui est dans une logique insurrectionnelle pour arriver au pouvoir. Les déclarations de leur chef en disent donc. Avant de terminer mon propos, mes chers camarades, j'adresse mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de nos élus locaux et nationaux, en particulier le camarade Théodule Mounzanga, dont l'équation personnelle a certainement joué dans son élection au bureau du conseil communal de Sibiti. Je les invite tous à s'impliquer davantage dans la vie du parti, chacun là où il se trouve. Et une fois de plus, toutes nos félicitations au camarade Mounzanga, et il a compris que nous en étions très sensibles. De même, je traduis mes encouragements à tous ceux qui n'ont pas trouvé grâce auprès du peuple souverain, qu'ils sachent que le parti est fier de leur engagement
d'avoir accepté de défendre ses couleurs dans les conditions de grande pénibilité et de grande précarité. Et oui, comme pour paraphraser Nelson Mandela, je leur dis à eux tous, honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la difficulté, à ceux qui essaient toujours d'avancer, même devant l'impossible, et à ceux qui ne se laissent pas abattre par les insultes ou même par la défaite. Fin de citation. C'est sur cette note d'espoir et d'espérance que je déclare ouvert les travaux de la session extraordinaire du Conseil national. Je vous remercie.